Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui, on va parler d'un composant super important dans nos PC, surtout si on fait du jeu et si on s'amuse un petit peu à faire du montage vidéo, de la photo et encore plus si on est professionnel. Il faudra dans ce cas-là orienter correctement notre choix. Je veux parler du GPU. Donc sans plus attendre, on passe à la suite avec les détails sur les différents CPU et comment les choisir. Donc on va passer tout de suite à la première question. Qu'est-ce que le GPU? Donc le GPU c'est Graphic Processing Unit. C'est une puce dédiée donc uniquement au graphique dans votre PC. Quand je dis uniquement, c'est un petit peu vulgarisé parce que contrairement au CPU, donc au processeur, qui lui va gérer, on va dire, toutes les tâches générales, prendre en charge les clics sur telle partie de l'écran, ouvrir un logiciel, etc. Le GPU, lui, va être dédié donc à traiter rapidement de grandes quantités de données en parallèle de manière à vous afficher des graphismes, etc. Ça sera bien par exemple pour jouer à des jeux vidéo. Si elle est puissante, vous pourrez jouer donc en haute résolution. Mais ça sert aussi à faire des rendus vidéo, faire des calculs scientifiques qui peuvent parfois même être détournés par exemple pour créer des crypto-monnaies, etc. Donc que vous soyez gamer ou alors productif, les cartes graphiques sont vraiment importantes pour vous. Il faudra juste penser à une chose, on va dire dimensionner correctement le GPU de manière à ce qu'il ne soit pas, on va dire, trop cher et trop puissant par rapport à l'usage que vous allez en avoir, surtout à l'heure actuelle, quand on voit que les futures séries 5000 pourraient coûter plus de 2000 euros, voire plus. Ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Donc là, on a vu ce qu'était un GPU. Maintenant, on va voir la différence du coup entre un iGPU, donc un processeur graphique intégré dans votre processeur, qui lui va être parfait pour faire des tâches ludiques, comme regarder de la vidéo, faire tourner des petits jeux vidéo, etc. Mais par contre, ça ne pourra pas faire tourner de grosses tâches gourmandes comme du rendu 3D, du montage vidéo, etc. Ça le fera, mais ça sera extrêmement lent et ça sera pas terrible au niveau des rendus. Euh, Ces types de puces-là, on les connaît sous les noms des Intel UHD, AMD Radeon Vega. Vous avez aussi les Intel Xi. Les Xi sont plutôt pas mal. Je suis arrivé à faire tourner The Witcher 3 sur un Huawei portable avec une puce Intel Xi intégrée dans un Intel Core i5. Donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, il vaut mieux partir du coup sur un GPU dédié, donc comme la carte graphique qu'on a là-bas derrière sur la table de bench. Bon, c'est une vieille, hein, c'est une GTX 980. Mais bon, ça suffit pour faire ce que je fais avec, hein. Je m'amuse à faire des petits tests. Donc les cartes graphiques dédiées comme justement la GTX qu'il y a derrière, les RTX, les AMD Radeon RX. Donc ça oui, toutes ces cartes graphiques dédiées, hein, vous l'aurez compris du coup. Donc les cartes comme ça qu'on va venir brancher sur la carte mère du coup, seront plus intéressantes parce que du coup, on n'a pas un CPU avec une puce à l'intérieur, mais on a bien donc une carte mère, un CPU dédié à sa fonction et la carte graphique qui va gérer vraiment sa fonction propre et du coup qui sera quand même beaucoup plus performante parce qu'elle aura aussi de meilleurs composants à l'intérieur. Mais ça, on va y venir, je vais tout vous détailler dans la suite. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les différents types de GPU, les GPU intégrés dans les CPU, donc iGPU, et les GPU dédiés, donc les cartes graphiques, on va voir les différentes caractéristiques qui servent à comprendre le fonctionnement de votre carte graphique. Donc il va y avoir dans un premier temps la mémoire vidéo qu'on appelle VRAM. On peut commencer par exemple à 4 Go. Ça sera des petites cartes pour jouer en 1080p et s'amuser un petit peu avec quelques logiciels. Après, on attaque à 6-8 Go. Là, ça sera bien pour du gaming en 1440p et des créateurs de contenu. Ça sera déjà pas mal. À 10-16 Go ou plus, là, on va vraiment aller taper du coup sur de la 4K, du ray tracing avec du DLSS, etc. Mais du coup, pour traiter toutes ces informations-là, il ne faut pas oublier donc les corps CUDA
chez Nvidia et les stream processors chez AMD. Donc en gros, si on vulgarise, si on devait faire une image, ben, l'union fait la force. C'est plein de petites puces, comme des petits travailleurs, qui vont être dédiés à traiter une multitude de tâches en simultané. Donc comme vous l'aurez compris, au plus on aura de CUDA core et de stream processor, au plus la carte sera capable de traiter des informations en simultané. Du coup, on a parlé des stream processors, des CUDA core et de la VRAM qui sont les caractéristiques techniques de votre carte. Mais il y a aussi une autre caractéristique qui rentre en ligne de compte, c'est la fréquence. Donc la fréquence donc, se compte en mégahertz. Au plus elle est élevée, au plus vous allez avoir donc, de rapidité de traitement sur le GPU, donc le traitement des données, des images, etc. Donc si vous avez de très grosses fréquences, vous obtiendrez forcément plus de FPS en jeu vidéo et une meilleure qualité de traitement lorsque vous ferez du montage. Certaines cartes permettent même de pousser encore plus loin en utilisant du coup l'overclocking. C'est le même principe que pour les processeurs. On augmente la fréquence d'horloge, c'est-à-dire la capacité de la carte à faire des calculs. Mais c'est pas sans risque, ça consomme plus de volts, ce qui va demander encore plus d'alimentation électrique à votre ordinateur et il faudra prévoir une alimentation en conséquence, une carte mère capable de supporter ces voltages-là, etc. Donc il faut faire quand même bien attention quand vous comptez faire de l'overclocking. Regardez bien les tutos. Ne faites pas ça pendant la période de garantie, en tout cas je vous le déconseille. Personnellement, je m'y amuserai pas. Vous avez des vidéos de Jigfio et Guillaume qui parlent de ce sujet-là. Ça me semble en tout cas moins compliqué que sur un CPU. Pour ce qui est, on va dire, de la partie overclocking basique d'une carte graphique, lui donner un petit peu de mou sous la pédale, ça sera toujours plus simple que de rentrer dans le BIOS pour toucher au réglage du CPU. En tout cas, personnellement, c'est ce que je trouve. Après, il faut donc pas oublier que, comme je le disais, un GPU qui va être puissant va vachement consommer. Donc, si vous avez peur que ben, votre facture électrique explose, gardez les puissances de base de votre carte, ça sera déjà suffisant. Si vous choisissez bien la carte dès le départ, ça évitera de la pousser à son maximum. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est comme une voiture, hein. Quand on pousse quelque chose à son maximum, il ne faut pas non plus oublier que ça s'use beaucoup plus vite. On en arrive au sujet, comme pour Intel et AMD, la grande guerre entre AMD et Nvidia. Donc personnellement, j'ai pas forcément de parti pris, bien que vous m'avez déjà entendu dire que dans les vidéos précédentes, hein, que j'avais un PC full AMD. C'est vrai, je tourne sur le PC que j'ai actuellement pour faire cette vidéo sur une config full AMD. C'est un choix parce que je suis quand même à la base plutôt gamer. Je n'avais pas forcément prévu de me mettre sur du montage vidéo, bien que la AMD que j'ai me suffise pour faire des vidéos. Donc l'avantage d'NVIDIA sera quand même mieux pour les producteurs de rendu 3D, vidéo, etc. parce qu'ils ont le ray tracing avancé, ils ont le DLSS, donc pour les jeux vidéo ça sera génial et pour les vidéos aussi, surtout ceux qui font des vidéos très poussées. Elles auront souvent une meilleure efficacité énergétique. Je veux dire par là qu'elles consomment, mais elles consomment à bon escient. Donc AMD par contre eux seront on va dire beaucoup plus intéressants au niveau rapport qualité-prix. Ça sera des performances brutes. Vous serez un petit peu moins servi en ray tracing, etc. Mais personnellement, je trouve que c'est des super cartes graphiques d'un point de vue rapport qualité-prix. Actuellement, j'utilise une Radeon RX 6600 XT. Donc, c'est pas la meilleure de toutes, hein. C'est, on va dire, un début milieu de gamme. Je trouve que ça suffit pour jouer tranquillement à des jeux en 1080p, un peu de 1440p, ça arrive à tourner aussi. Après, les deux marques, comme je disais, ont chacune leur point fort. Si vous voulez faire uniquement du gaming,
partez sur AMD, vous aurez un meilleur rapport qualité-prix et du coup vous aurez un meilleur prix au FPS. En gros, si vous voulez donc avoir un bon PC équilibré et que c'est que pour jouer, ben, ça vous permettra de garder de l'argent pour les autres composants. Par contre, si vous voulez faire, je sais pas, du Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Blender, du montage 3D, du rendu vidéo en pagaille, etc. Dans ce cas-là, c'est vrai que je vous conseillerais plutôt de partir sur Nvidia. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le milieu professionnel, Nvidia est quand même très très bien placé. Ils sont très très forts sur les technos basés sur l'IA, le ray tracing, etc. Et c'est des très très bonnes cartes pour effectuer de très gros calculs de travail. Les cartes AMD pour moi resteront plus des cartes grand public, mais après c'est tout en leur honneur et c'est pas parce que ça reste des cartes grand public que elles sont moins bonnes que les Nvidia. Donc là on en arrive un petit peu à la partie conseil. Donc je vais vous proposer des cartes par usage, par exemple en gaming. Si vous voulez faire de la 1080p, vous pouvez partir sur des RTX 4060, AMD RX 6600 par exemple. Si vous voulez faire de la 1440p, la Nvidia RTX 4070 ou la RX 6700 XT. Et si vous voulez faire de la 4K, donc vous pourrez attaquer sur la RTX 4080 ou la 4090, bien que la 4090, honnêtement, ça reste une carte professionnelle. À mon sens, c'est pas une carte pour le gaming. Rien que le prix qu'elle coûte, hein, à l'heure actuelle, on peut en trouver à 3000 euros, voire plus. Sans compter des futures pénuries qui arrivent parce que ils doivent écouler les puces et à mon avis ils sont déjà en train de construire les puces pour la future série des 5000, donc on va au devant d'une pénurie. Il faut pas oublier une chose, c'est que c'est des cartes qui sont extrêmement chères. Si vous voulez faire par exemple, je sais pas moi, un PC à 4000 euros, bon, c'est un sacré budget. Si vous achetez une RTX 4090 à 3000 balles, il vous reste plus que 1000 balles pour le PC. Vous me dites, oui, 1000 balles, c'est déjà pas mal, mais ça passe très vite quand on fait des PC très haut de gamme comme ça. Donc, c'est pas forcément judicieux. Je pense que pour du gaming, honnêtement, on peut s'arrêter à de la 4080, ça suffit largement. Et du côté de chez AMD, par contre, on aura l'AMD RX 7900 XTX qui, elle, du coup, restera encore valable pour du jeu vidéo parce que elle est quand même en dessous de la RTX 4090 de chez Nvidia. Pour la création de contenu, privilégiez plutôt une carte avec beaucoup de VRAM parce que tous les logiciels de montage, ça mange énormément de VRAM, un petit peu comme pour le montage photo aussi. Nvidia a souvent l'avantage grâce au coup d'accord justement et à leurs pilotes qui sont vachement optimisés pour ça. Par exemple, on a pour les gamers, on va avoir donc le pilote Game Ready et les pilotes studio pour les professionnels. Donc ça c'est un net avantage parce que contrairement à AMD qui propose uniquement leurs pilotes pour les cartes et puis c'est tout, là Nvidia vont proposer donc les pilotes Game Ready pour avoir les mises à jour, pour obtenir le dernier ray tracing et le DLSS pour les derniers jeux pour lesquels c'est sorti. Par contre, du côté des pilotes studio, ils vont privilégier la stabilité de vos cartes, donc ils vont d'abord procéder à beaucoup plus de tests avant de sortir les pilotes. Donc je donne un exemple, si vous avez des pilotes qui sortent en Game Ready, vous risquez de mettre quelques temps avant d'avoir les technos sur le pilote studio. Mais par contre, vous aurez la garantie d'avoir une carte beaucoup plus stable. Pour la bureautique et le multimédia, un GPU intégré, donc un iGPU sera largement suffisant. Ou alors, si vous voulez quand même avoir un petit peu plus sous la pédale, vous pouvez toujours partir sur une GTX 1650, ça suffira largement. On en arrive à la partie, comme pour toutes les pièces du PC, compatibilité. Donc il faut vérifier que votre GPU soit compatible avec votre carte mère. Si votre carte mère est trop vieille, elle ne pourra pas fournir les technologies nécessaires pour faire tourner correctement votre carte graphique. Il faut penser aussi à avoir suffisamment donc,
de connecteurs PCI, donc du coup d'alimentation, 6 ou 8 broches. La dimension aussi. Il y a certaines cartes haut de gamme qui prennent énormément de slots sur votre boîtier. Donc il va falloir regarder ça aussi, que la carte rentre dans le boîtier et n'aille pas aussi par exemple buter. Vous la fixez ici sur les slots. Si la carte est trop longue et qu'elle va toucher les ventilateurs sur votre PC de l'autre côté, c'est pas terrible. Je vous montre une image, comme vous pouvez le voir sur la photo, ça peut parfois être un petit peu juste. Il faut penser aussi donc à la compatibilité avec l'écran, donc c'est-à-dire le type de prise que vous allez avoir à l'arrière de la carte graphique, bien que aujourd'hui elle propose au minimum donc de l'HDMI, du DisplayPort et du DVI. Il faut quand même être soucieux de ce côté-là. Donc toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui d'amélioration de rendu, donc comme le ray tracing, donc lui il va améliorer la qualité visuelle des jeux en simulant la lumière de façon réaliste, c'est-à-dire que dans les jeux avant on avait une lumière, on avait une ombre, mais l'ombre n'était pas forcément bien placée, etc. Aujourd'hui ils ont poussé le vice jusqu'à se servir donc des processeurs, des coups d'accord, etc. Et du DLSS pour améliorer ça encore, mais ça je vais en parler après, le DLSS et le FSR. Mais en gros, le ray tracing va se servir de tout ça pour projeter donc la lumière sous un bon angle, réaliste, et de manière à obtenir des ombres, etc. de super qualité pendant vos jeux. Donc ça sera plutôt chez Nvidia. Le DLSS aussi chez Nvidia qui correspond au FSR qui est un petit peu moins puissant chez AMD. Donc ça c'est plutôt des technologies, ce qu'on appelle d'upscaling. Ça améliore les performances de votre rendu sans sacrifier la qualité d'image. Donc ça, c'est ni plus ni moins que de l'IA. La consommation énergétique aussi et le refroidissement de la carte ne sont pas négligés, surtout si elle consomme beaucoup. Si elle a un mauvais refroidissement, elle va chauffer. Un GPU qui chauffe, c'est un petit peu comme un CPU, il va finir par se brider et au bout d'un moment, vous allez perdre des capacités. Donc il faut vraiment penser à acheter une carte bien refroidie si vous voulez conserver, on va dire, tout le long de l'utilisation, chaque session, une stabilité de performance. Donc vous l'aurez compris, pour bien choisir votre GPU, votre carte graphique, il faudra donc commencer par bien définir les besoins que vous allez avoir. Le gaming, la création de contenu, un usage uniquement vidéoludique. Fixer aussi à partir de vos choix de besoins, le nerf de la guerre, comme je dis toujours, le budget. Parce que même si on aimerait avoir une carte capable de faire le meilleur gaming, peut-être qu'on n'a pas le budget et qu'on devra faire des sacrifices sur ce tarif-là. Regardez aussi si vous avez le temps, des benchmarks de comparatifs entre les GPU de la même catégorie pour arriver, on va dire, à obtenir la meilleure carte graphique possible et le meilleur rapport qualité-prix pour ceux que vous allez en faire. Donc, pour finir, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Laissez-moi un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous préférez donc ce type d'ambiance là, hein, mon décor au naturel. J'ai cru comprendre que ça plaisait plus finalement. J'ai essayé d'apporter un petit peu de fantaisie au début avec des choses un petit peu de mauvais goût. J'ai amélioré par la suite, mais bon finalement c'était pas toujours terrible, ça demandait beaucoup trop de réglages et ça me semblait beaucoup trop approximatif. Je pense que le mieux, voilà, c'est de rester comme ça, garder mon décor. C'est pas ce qui va enlever de la qualité de vidéo. Au contraire, je vais m'appliquer, essayer de vous fournir des vidéos plus détaillées avec de meilleurs montages. En tout cas, je vais m'appliquer et je vais essayer de faire évoluer tout ça. Donc pour ça, j'ai besoin de vos commentaires. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche, ce qui vous permettra de recevoir chaque fois la notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur Technéo.